Paris, première moitié du 19e siècle. Dans les ruelles étroites et sombres des bas-fonds de la capitale, marchant d'un pas assuré malgré les fumées et la puanteur, la silhouette d'une religieuse à cornette se détache dans la pénombre. Elle s'appelle Jeanne-Marie Rendu, mais pour tous, elle est simplement Sœur Rosalie. Religieuse de la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, elle a voué toute sa vie aux plus pauvres parmi les pauvres, dans un siècle marqué par les révolutions, la misère et les grands bouleversements sociaux. Sa présence dans ce quartier populaire de la capitale n'est pas seulement celle d'une bienfaitrice. Elle est aussi une voix réconfortante, un regard plein de compassion, une main tendue, un véritable repère pour tous les malheureux. Mon enfant, il faut qu'un prêtre et une sœur de la charité soient comme une borne qui est au coin d'une rue et sur laquelle tous ceux qui passent puissent se reposer et déposer les fardeaux dont ils sont chargés. Cette citation est évidemment magnifique, et quand on se promène rue Mouffetard, il y a une borne, ici qui est là, qui peut faire penser à cette borne de Sœur Rosalie. Pendant plus de 50 ans, elle arpenta sans relâche les rues du quartier Mouffetard, pour venir en aide aux malades, aux enfants, aux mendiants, aux vieillards, bref, à tous les blessés de la vie, donnant sans compter, aimant sans condition. Elle va dire plus tard, quand elle mange, je m'étouffe quand je pense qu'il y a tant de personnes qui n'ont quoi manger. Ici, au quartier Mouffetard, elle voit pas la pauvreté, mais la misère. Elle agissait discrètement, sans bruit, mais son influence était immense. À ses côtés, de jeunes laïcs vont découvrir l'urgence de servir les pauvres. Parmi eux, un certain Frédéric Ozanam, futur fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Elle a un dynamisme et une énergie qui fait qu'elle collabore à beaucoup d'œuvres différentes. Il y a des sources qui parlent que en fait, le quartier, c'est son diocèse, qui montre en fait qu'elle gère un espace et tout un ensemble de réseaux de relations. Mais qui était vraiment Sœur Rosalie ? Comment cette fille de paysan est-elle devenue l'une des figures les plus aimées du peuple parisien, qui lui vaudra même la Légion d'honneur remise par Napoléon III en personne ? Traversant 3 révolutions et 2 épidémies de choléra, qu'est-ce qui lui donnera la force et le courage de combattre la misère et la violence, parfois même au risque de sa vie ? Pourquoi son œuvre résonne-t-elle encore aujourd'hui, plus d'un siècle après sa mort ? En compagnie d'historiens et de religieuses, nous allons retracer l'itinéraire exceptionnel de cette femme de terrain, pionnière de la charité moderne, mais nous allons aussi mettre nos pas dans les siens en arpentant physiquement les rues du quartier Mouffetard, afin de découvrir l'héritage toujours vivant aujourd'hui de celle que l'Église appelle désormais Bienheureuse Sœur Rosalie. Lorsque l'on évoque la mémoire de Sœur Rosalie, impossible de ne pas évoquer le quartier Mouffetard, ce quartier de Paris situé aujourd'hui dans le 5e arrondissement où la sœur œuvra durant toute sa vie d'adulte. Sœur Danielle est parisienne, fille de la charité depuis 55 ans. Après 40 ans passés en banlieue auprès des personnes en très grande précarité, elle est revenue dans sa ville natale il y a une quinzaine d'années afin de continuer de la même manière sa mission auprès des plus pauvres. Grande admiratrice de Sœur Rosalie, nous la retrouvons devant l'église Saint-Médard, l'église paroissiale de Sœur Rosalie, dans un quartier Mouffetard qui n'a plus véritablement le même visage qu'autrefois. Il ressemble quand même un petit peu, dans le sens où il y a encore des petits trucs qui existaient exactement pareil à l'époque de Sœur Rosalie Rendu. Et puis il y a des lieux qui sont des lieux de mémoire de ce qu'elle a fait, de son œuvre, où la terre a gardé mémoire de ses actions. Par exemple, ici on est face à l'avenue des Gobelins, et l'avenue des Gobelins, c'est là où il y a la fabrique des Gobelins, des tapisseries des Gobelins, et à l'époque de Sœur Rosalie, les enfants travaillaient dans cette manufacture des Gobelins parce que leurs petites mains étaient habiles pour récupérer les bobines de fil qui tombaient des métiers à tisser. Et donc ça veut dire que les enfants travaillaient 7 jours sur 7 du matin jusqu'au soir. Et Sœur Rosalie a combattu ça, puisqu'elle a ouvert des écoles pour scolariser ses enfants et éviter qu'ils passent leur vie à l'usine. Et puis, il y a aussi, dans le quartier, un peu plus haut, la maison dans laquelle a vécu 50 ans Sœur Rosalie. Et donc, quand on parcourt ce quartier, moi, à chaque fois, je me dis, je marche sur les pas de Sœur Rosalie. Et je trouve que c'est une belle continuité et c'est une belle mission. Mais bien avant qu'elle ne devienne la bienfaitrice de ce quartier Mouffetard, il faut revenir au commencement. Pour celle qui ne s'appelle pas encore Sœur Rosalie, tout débute sur les contreforts des monts du Jura, à Confort plus précisément, qui n'était alors qu'un hameau du village de Lancran.
Nous sommes là dans le pays de Gex, à quelques kilomètres de la frontière suisse. On sait en fait assez peu de choses sur elle, si ce n'est par son acte de baptême qu'elle s'appelait Jeanne-Marie Rendu. Mathieu Brejon de la Vernier, historien spécialiste des Filles de la Charité. Donc né le 9 septembre 1786 à Confort dans l'Ain, donc plutôt une région que les sociologues ont appelée région de chrétienté, c'est-à-dire avec une forte pratique religieuse. Et elle est fille d'honnêtes, je mets ça entre guillemets puisque c'est sur l'acte laboureur, donc elle naît, on pourrait dire, dans une paysannerie plutôt aisée. Et elle est l'aînée de 4 enfants, donc famille plutôt nombreuse, et elle est baptisée le jour même. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce décalage entre la date de naissance et le jour du baptême est un indice de plus ou moins grande pratique religieuse d'une famille. On craignait qu'un enfant non baptisé ne puisse pas être sauvé, n'aille pas au paradis, et donc on baptisait très vite les enfants. Élevée dans la foi, au sein d'une famille aimante et dont la vie simple était rythmée par les travaux agricoles, voilà comment se déroulent les premières années de la petite Jeanne-Marie dans la quiétude de cette vallée de la Valzérine, pourtant éloignée de la grande tempête qui secoue la France en cette fin de XVIIIe siècle, mais une tempête qui va bientôt la rattraper. Jeanne-Marie n'a que 3 ans lorsqu'éclate la Révolution. Dès 1790, l'adhésion par serment à la constitution civile du clergé est imposée aux prêtres. Nombre d'entre eux, restant fidèles à l'Église, refuseront ce serment et endureront la persécution. Ils seront chassés de leur paroisse, certains seront mis à mort, d'autres devront se cacher pour se soustraire aux poursuites. Sur la route de l'exil, la maison de la famille Rendu deviendra un véritable refuge pour ces prêtres réfractaires. Elle voit des hommes qui viennent à la maison, qui travaillent, qui après ils disparaissent, après ils reviennent. Elle est intriguée parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Sœur Magdalena, archiviste de la congrégation des Filles de la Charité. Une nuit, elle surprend un homme qui célèbre la messe. Elle se rend compte que c'est un prêtre et elle veut. C'est ça qui est intéressant. Elle veut toujours comprendre les choses. Elle veut toujours être prise en compte, qu'elle puisse participer. Et alors, quand elle se rend compte que sa maman ne l'a pas mise au courant, alors elle va un jour, quand la maman lui demande quelque chose, elle a dit « Je vais dire que Pierre n'est pas Pierre ». Le jardinier qui s'appelait Pierre était en effet l'évêque qui s'est réfugié dans leur maison. Je crois que la vie de foi de Rosalie est marquée par cette fidélité de sa maman à l'église, à la foi. Et d'ailleurs, elle va faire sa première communion dans la cave, à la lueur de quelques bougies. Et ça a dû la marquer profondément. La tourmente révolutionnaire passée et la paix enfin revenue, c'est un autre drame qui va ébranler la famille Rendu. Jean-Antoine, le père de Jeanne-Marie, rendra son dernier souffle juste avant la naissance de sa 4e fille. Mais Madame Rendu pourra compter sur l'aide de sa plus grande pour élever les 3 plus jeunes. Malgré tout, soucieuse de l'éducation de sa fille aînée, alors âgée de 13 ans, elle l'enverra à Gex, la plus proche ville, au pensionnat des Ursulines. Et c'est en parallèle de ses études au pensionnat qu'elle servira durant 6 mois dans l'hôpital de Gex, tenu alors par les Filles de la Charité, où là, elle découvrira la beauté du service des malades et des indigents. Dans les sources et des témoignages qu'on a pu rassembler, et qui sont notamment des témoignages issus du procès de béatification qui avait été mené. Anne Jussaume, historienne spécialiste des congrégations religieuses féminines. Il y a mention d'un cantique de la Compagnie des Filles de la Charité qui était chanté au séminaire et dans les maisons du temps de Sœur Rosalie. Et il y a une strophe en particulier qui est notée comme l'ayant particulièrement marquée, et je vous le cite. « Les crachats et l'ordure d'un pauvre moribond font toute ma parure et mon revenant bon. M'approchant de son lit tout couvert de vermine, je sens naître dans mon esprit, dans le zèle qui me conduit, une force divine. » Donc en fait, ça montre que le désir de servir les pauvres qui sont considérés comme les personnes les plus exclues de la société, ceux dont les autres se détournent, c'est ça qui aurait fait germer en elle très clairement sa vocation et sa vocation pour les Filles de la Charité. Nous remontons la rue Mouffetard. C'était un quartier qui était quand même un quartier très populaire, très pauvre, où il y avait aussi beaucoup d'ouvriers, d'artisans. On a entendu là, ça continue dans le quartier. Il y a beaucoup de commerces actuellement. Alors le fait que la rue monte comme ça, elle montait toujours à l'époque de Sœur Rosalie. Et sûrement qu'à la fin de la journée,
elle en avait plein les pattes et qu'elle était bien fatiguée et qu'elle était sûrement aussi, à la fin de sa vie, un peu essoufflée. Là, on est sous un porche avec une petite ruelle. Et puis, sur le côté de cette ruelle, il y a des bornes. Et sœur Rosalie disait toujours qu'une fille de la charité devait être une borne pour les pauvres et qui pouvait se reposer sur elle. Alors qu'une de ses amies du village de Lancran, Amande Jacquinot, lui confie qu'elle se prépare à partir à Paris pour entrer au sein de la compagnie des Sœurs de la Charité, Jeanne-Marie saute sur l'occasion et supplie sa mère de la laisser partir, ce qu'elle va finir par accepter, non sans solliciter auparavant l'avis et la bienveillance de Monsieur Emery, ami de longue date de la famille Rendu, parrain de la jeune fille et également supérieur des Pères Sulpiciens à Paris. Jeanne-Marie part donc en diligence avec mademoiselle Jacquinot ainsi qu'une autre postulante. Elle jette un dernier regard à travers la portière de sa calèche sur son village natal ainsi que sur le visage de sa mère qu'elle ne reverra plus. Son stage à l'hôpital de Gex auprès des filles de la Charité étant considéré comme un temps de postulat, Jeanne-Marie intégrera tout de suite le noviciat. Nous sommes le 25 mai 1802, Jeanne-Marie n'a alors que 16 ans. À l'époque, le siège de la congrégation se situait rue du Vieux-Colombier, non loin de l'église Saint-Sulpice. La congrégation était en train de se réorganiser après les années difficiles de la Révolution française. Jeanne-Marie fait partie des toutes premières novices, mais les premiers mois vont s'avérer difficiles pour la jeune fille. Elle pourra tout de même compter sur le soutien sans faille de son parrain, M. Emery, qui va jouer un rôle déterminant. On voit bien qu'elle a la bonne volonté de devenir fille de la charité, mais la première difficulté, c'est que la jeune fille de montagne va se sentir étouffée à Paris. Parce que voilà, on vient de la campagne, de l'air fraîche, et on arrive dans la capitale. Et elle s'étouffe dans la maison parce que aussi la maison à l'époque là où elle était, il n'avait pas un jardin, c'était une petite cour. Et il lui manque l'air. Et elle tombe malade durant sa formation et on dit que c'était son parent qui est intervenu. Elle va être envoyée pour prendre de l'air à quelques kilomètres, pas très loin de là, dans un quartier. Alors le quartier, on dit, le plus miséreux de l'époque, c'est le quartier Mouffetard. Et je crois que c'est ça qui sauve la vocation de Rosalie et aussi sa vie parce qu'elle retrouve la liberté de bouger. Et l'air n'y est pas plus sain, c'est le moins que l'on puisse dire. Le quartier Mouffetard, c'est l'un des pire quartier de la capitale à l'époque, un véritable cloaque à ciel ouvert où l'insalubrité, la misère, le chômage, la délinquance règnent en maître, une vraie cour des miracles si l'on peut dire. Nous sommes là au tout début de la révolution industrielle en France et l'exode rural pousse les paysans vers les villes pour y trouver du travail. Mais malheureusement, cette relative période de prospérité en France ne profite pas à tous. Nombreux sont-ils à s'entasser dans des immeubles insalubres. De 1815 à 1848, on estime que les 2/3 de la population parisienne vit dans la pauvreté, dont une grande partie dans l'indigence, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas capable de survivre par elle-même. Il y a deux types de populations pauvres, en fait, on peut quand même schématiser. Il y a les populations pauvres qui travaillent, mais que l'arrêt de travail, soit par un arrêt d'activité, soit par la maladie, va faire plonger dans la misère. Ça, c'est le premier point. Et puis après, vous avez des populations vraiment qui ne peuvent pas survivre par elles-mêmes. Donc c'est globalement soit les enfants, ce sont des femmes avec enfants, ou principalement des vieillards aussi, ou des gens malades, infirmes, etc. Si on regarde un peu le Paris où les zones urbaines sont des espaces très très densément peuplés, très insalubres, avec des conditions de logement, des conditions sanitaires qui sont extrêmement misérables. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de réformateurs sociaux, de médecins. Un médecin assez connu, c'est le docteur Villermé, qui fait des enquêtes et qui dresse le tableau moral et physique de ces populations qui sont dans des états physiologiques vraiment très... Enfin voilà, ce sont des gens vraiment soit malades, malingres, très peu nourris. Enfin voilà, on souffre de malnutrition, de maladies. Alors nous sommes au 24 de la rue d'Aubenton
Et nous sommes devant la fiche qui indique Association Cœur du 5. Et cette association a été créée à partir de paroissiens de Saint-Médard qui ont vu qu'il y avait un réel besoin par rapport à l'accueil des personnes en grande précarité dans le quartier. Voilà, nous voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Parce qu'on fait un podcast sur Sœur Rosalie Rendu. Oui. Voilà, qui est votre patronne au Cœur du 5. Ici, les gens ne connaissent pas tellement Sœur Rosalie, personne ne connaît. Donc, Oui, mais ce qui est c'est pour ça important, qu'on essaye de... c'est que c'est à la suite de ce qu'elle a semé que vous avez pris le relais. Et, oui, c'est ça. Et puis, elle a été enterrée, plutôt ses obsèques ont eu lieu à la paroisse Saint-Médard. Et ce sont des paroissiens de Saint-Médard qui ont créé cette association, donc il y a 35 ans, donc largement après la mort de Sœur Rosalie, mais aussi avant sa béatification, et qui se sont nécessairement mis dans les pas de Sœur Rosalie. Et donc on essaye aussi de la mettre en avant et de la faire connaître. Durant les 5 ans de son noviciat, Jeanne-Marie mènera les mêmes missions que les filles de la Charité, celle tout d'abord de s'occuper d'un bureau de secours sous l'autorité étatique des bureaux de bienfaisance. Les filles de la Charité sont en fait, on pourrait dire, quasiment délégataires d'une mission de service public. C'est une congrégation privée, mais elles servent dans le cadre des bureaux de bienfaisance qui datent de la Révolution et qui avaient pour but d'organiser la charité publique à l'échelle locale. Donc ces bureaux de bienfaisance, il y en a un par arrondissement, donc 12 arrondissements parisiens. On n'est pas encore sur le modèle des 20 arrondissements, et dans chaque arrondissement, il y a des quartiers avec des maisons de secours. Donc Sœur Rosalie est à la tête d'une des 4 maisons de secours de son arrondissement, et elle est engagée par contrat, en fait, avec la ville de Paris. Donc dans ces bureaux de bienfaisance, on a du personnel salarié, comme les filles de la Charité, qu'on appelle plutôt les sœurs de charité à cette époque-là, donc payées en fait pour rendre des services aux pauvres sur des deniers publics. Et puis on a aussi tout un tas de bénévoles, des commissaires de charité, hommes, on a des dames de charité, femmes qui aident les sœurs. Et Rosalie faisait la mission de la communauté. Elle allait voir les familles pour leur porter le secours dont elles avaient besoin. Il y avait les bons de pain, les bons de bois, les bons je crois, de viande aussi. Et après aussi, elles avaient leur petit dispensaire où elles offraient aux pauvres les soins médicaux les plus élémentaires. Alors, elle a fait tout cela, comme chaque fille de la Charité, en fonction de besoins et où la supérieure l'envoyait. Voilà, nous sommes devant la bagagerie. Alors c'est la même association, Cœur du 5, qui, en voyant que beaucoup de personnes qui étaient à la rue et qui n'avaient pas de toit étaient encombrées par tous leurs biens en fait. Ils sont obligés de transporter tous les jours, toute la journée. Donc des caddies, des valises, des sacs à dos, a créé un lieu dans lequel il y a des casiers. Et chaque personne peut déposer dans son casier, reprendre des affaires, en redéposer. Rosalie n'a pas inventé des bagageries, elle n'en a pas fait, mais ça montre bien que aussi les chrétiens de cette paroisse qui succèdent à Sœur Rosalie sont attentifs aux besoins des personnes et créent quelque chose qui va répondre à ces besoins. C'est donc dans ce quartier miséreux qu'elle va effectuer les 5 ans de son noviciat, jusqu'à sa prise d'habit en 1807, où elle prendra là le nom de Sœur Rosalie. Elle est alors âgée de 21 ans. En 1815, Sœur Rosalie va devenir la supérieure de la communauté de la rue des Francs-Bourgeois, qui sera bientôt transférée 2 ans plus tard rue de l'Épée de Bois. Et c'est là que Sœur Rosalie va pouvoir révéler auprès de ses pauvres, de ses enfants même, comme elle les appelle, ses capacités de dévouement, d'humilité, de compassion, mais aussi d'organisation et d'autorité naturelle qui vont faire de Sœur Rosalie une religieuse et une femme respectée et aimée de tous dans ce quartier si misérable. C'est ça qui est beau chez elle, parce que, oui, on a parlé du bureau de bienfaisance, c'est le bureau qui avait la liste des pauvres. Mais pour que les pauvres reçoivent
l'aide, ils devraient aller au bureau de bienfaisance. Or, les sœurs récupéraient l'aide pour les pauvres et elles allaient elles-mêmes leur porter. Et quand les pauvres venaient chez elle, ma sœur, j'ai besoin de ça, elle écrivait un petit billet au directeur du bureau de bienfaisance pour lui rappeler son devoir. Je suis émerveillée de voir que Rosalie Rendu n'a pas créé des services parallèles au service de l'État. Mais elle a rappelé au bureau de bienfaisance, après c'est la reine, le roi, le maire, leur devoir envers les pauvres. Voilà, nous entrons dans le groupe scolaire Rosalie Rendu, qui bien évidemment s'appelle Rosalie Rendu. Elle avait remarqué que les enfants qui travaillaient dans les tanneries ou qui travaillaient au Gobelin n'étaient pas scolarisés, et donc du coup après, quand ils étaient jeunes adolescents, adultes, ils travaillaient directement tout de suite. Donc elle a vu la nécessité d'ouvrir des écoles, des garderies pour les petits à cette époque-là, et aussi pour que les mamans puissent travailler librement. Sinon, avec les enfants, tout ça, c'était compliqué leur vie. Et c'était des gens très pauvres. Donc elle a commencé à garder des petits-enfants, à proposer des choses aux petits-enfants. Puis après, elle a proposé des écoles aux plus grands, etc. Et elle a aussi proposé aux mamans d'apprendre à lire et à écrire à certains moments. Alors on arrive juste au moment de la sortie du primaire. Voilà. Il y a des petits-enfants qui descendent les escaliers. Le jardin d'enfants qui est là. C'était du temps de Sœur Rosalie. On voit encore les briques là, on les voit bien. On va y aller. C'est l'endroit le plus ancien de la maison, là, qui est quasi contemporain de Sœur Rosalie. Voilà, ici on est donc dans les couloirs de l'école. Et voilà, devant le portrait de Sœur Rosalie. Et puis un bureau qui était peut-être celui de Sœur Rosalie, qui en tout cas est contemporain de celui de Sœur Rosalie, et sur lequel elle écrivait tout, à la fin de chaque journée, tout ce qu'elle avait vécu et les besoins des pauvres. Et elle faisait ses comptes aussi, parce que les comptes étaient hyper précis. On m'a donné tant, je l'ai utilisé tant. Elle était vraiment très organisée. Alors en fait, dans le service des pauvres, il est effectivement pas exclusivement réservé aux soins, mais il y a aussi un souci d'instruction, et d'instruction des petites filles, et ça c'est aussi présent dès le XVIIe siècle. Il y a une volonté d'instruire. Alors c'est les fondements de la lecture et de l'écriture, mais c'est aussi beaucoup le catéchisme. Ces œuvres d'encadrement, c'est aussi l'idée de protéger ces enfants, et protéger ces enfants des classes populaires, des dangers identifiés, comme ceux de la ville, des mauvaises fréquentations. En fait, les classes populaires dans la première moitié du XIXe siècle sont identifiées, et je reprends les mots de Louis Chevalier, comme des classes laborieuses et des classes dangereuses. C'est-à-dire qu'on assimile la précarité économique, l'insalubrité et les difficultés des conditions de vie à tout un ensemble de comportements qui sont identifiés comme ceux de la dépravation morale. Donc la maladie, la misère, pour les filles le risque de prostitution, l'alcoolisme. Donc pour les élites, et en particulier pour les élites chrétiennes, il y a cette volonté aussi de protéger la moralité des hommes et des femmes des classes populaires. Et puis vous avez tout un ensemble d'œuvres qui sont destinées à encadrer la jeunesse, donc à la fois pour les former et aussi pour, d'une certaine manière, pour les discipliner. On dit préserver, mais c'est principalement pour les occuper, les discipliner. Et donc ça passe par le biais des patronages, ça passe aussi par la fondation d'ouvroirs pour des jeunes filles qui sortent d'un niveau primaire d'école, qui sont pas encore sur le marché du travail. Mais en fait, on leur propose d'être dans ces ouvroirs, on leur apprend en fait des métiers manuels, principalement pour les filles, c'est la couture en fait. Et puis doublé d'instruction morale aussi et religieuse. Et après vous avez des associations comme les patronages où on va leur faire des instructions, on va essayer d'encadrer leur temps libre pour les préserver et
et développer leur piété. Et ça va être croissant, principalement à partir des années 1840. Vous avez des associations comme les Enfants de Marie qui vont valoriser la pureté des jeunes filles, les encadrer. Enfin, c'est de la sociabilité religieuse à destination des jeunes filles. Et sœur Rosalie va donc participer, à l'instar de toutes ses sœurs, à ces différentes œuvres de charité. Elle n'a pas beaucoup créé spécifiquement de choses, mais elle a collaboré à beaucoup d'œuvres. Elle avait une charité très active. En fait, ce que les historiens ont pu repérer, c'est qu'elle avait aidé, soutenu soit d'autres congrégations, soit des œuvres. Alors typiquement, elle aide à la Société Saint-François-Régis qui a été fondée en 1826. Elle aide aussi à l'œuvre des pauvres malades. C'est la restructuration des dames de la charité, c'est-à-dire en fait des femmes de la bourgeoisie ou de l'aristocratie qui vont accompagner les sœurs dans les visites des pauvres. Et l'œuvre des pauvres malades, elle débute dans le quartier Mouffetard de la sœur Rosalie. Donc elle a une capacité d'initiative, elle a un entre-gens, elle a un dynamisme et une énergie qui fait qu'elle collabore à beaucoup d'œuvres différentes. Et elle va aider aussi bien les populations pauvres qu'elle visite, qu'elle secourt, que des étudiants qui arrivent à Paris, que des prêtres et des séminaristes, que des femmes aisées, et à qui, par exemple, irait pas très bien pour des raisons psychologiques, en fait, elle leur dit allez visiter les pauvres. Donc elle apprend aux personnes aisées à aller visiter les pauvres. Et c'est son moyen, elle aussi, d'agir auprès de toutes les catégories de la population. Sœur Rosalie devient donc un pilier indispensable dans ce quartier Mouffetard. Soutien physique, mais aussi soutien moral et spirituel auprès de cette population. 10 fois par jour, vous irez voir le pauvre. 10 fois par jour, vous y trouverez Dieu. Vous allez en de pauvres maisons, mais vous y trouverez Dieu, disait saint Vincent de Paul. Une phrase du père fondateur qu'elle a fait sienne au plus profond d'elle-même. Dans tous les cas, dans les vocations, il y a un double enjeu. En fait, il y a à la fois le souci de soigner les pauvres et de leur venir en aide, mais ça répond à un commandement évangélique. Et les pauvres sont considérés comme, ça c'est les mots employés dans la communauté, comme les membres souffrants de Jésus-Christ. À travers lui, elle sert le Christ, et donc par ce biais-là, c'est un moyen de faire son propre salut. Parce que les pauvres sont considérés comme étant plus proches de Dieu et des intercesseurs auprès de Dieu, mais ça c'est un discours chrétien assez classique. C'est aussi très porté par la spiritualité vincentienne. Et puis ensuite, il y a l'autre dimension qui est la volonté aussi d'œuvrer au salut de ces populations qui sont considérées comme étant éloignées de Dieu. Et donc il y a cette volonté aussi un peu missionnaire, en tout cas d'évangélisation. Cette charité et cette attention qu'elle porte aux plus petits, aux plus pauvres, c'est dans sa foi en Dieu qu'elle les puise. Et malgré le travail à réaliser auprès des plus nécessiteux, elle n'en oublie pas moins la prière, dans laquelle elle puise sa force et son courage. Sa vie de prière est intense, affirme l'une de ses sœurs. Elle vivait continuellement en la présence de Dieu. Avait-elle une mission difficile à remplir ? Nous étions assurés de la voir monter à la chapelle ou de la trouver à genoux dans son bureau. Les filles de la charité ne sont pas des religieuses, alors elles consacrent un certain temps à la prière. Le matin, on a la prière de matin, une demi-heure d'oraison, de méditation en silence et la messe. Et l'après-midi, on a une autre demi-heure d'oraison en silence et avec la prière du soir, vous voyez. Et toute la journée, pratiquement, est pour le service. Et il y a des moments, il y a des urgences, elle va le dire, je n'ai jamais fait l'oraison si bien que dans la rue. Et les sœurs qui étaient avec elle le disent qu'elles partaient à deux pour rendre visite à une famille. Elles prenaient leur panier avec tout ce qu'il fallait porter et la sœur Rosalie, une fois partie, disait « Et maintenant, commençons notre oraison ». Et elles gardaient silence. Elles continuaient leur route. Je crois que Rosalie rendue pour pouvoir faire tout ce qu'elle a fait et surtout pour rester les pieds sur la terre. Elle a dû vraiment avoir une vie de prière très très forte et très très intense. À l'image de saint Vincent de Paul, elle aimait répéter « Les pauvres sont nos seigneurs et nos maîtres ». Les pauvres vous diront des injures, plus ils sont grossiers, plus vous devez être dignes, disait-elle. Rappelez-vous ces haillons qui vous cachent notre Seigneur. Ainsi donc passent les années pour sœur Rosalie, sans jamais prendre un seul jour de congé.
Et puis éclate une nouvelle révolution, la deuxième et non la dernière, celle des Trois Glorieuses. En 1830, le roi Charles X est renversé et lui succède son cousin Louis-Philippe d'Orléans. Le régime de Charles X s'était fortement rapproché d'Église, on parlait d'union du trône et de l'autel, et du coup dans l'échec politique, l'Église se trouve embarquée. Du coup, la révolution de 1830 est profondément anticléricale, dans un Paris où le détachement religieux est lui-même important. Et sœur Rosalie s'inquiète dans ce contexte-là. Elle écrit par exemple en 1832 « Les personnes religieuses sont persécutées, nous nous attendons à tout ». C'est donc dans ce climat explosif, profondément anticlérical, que sœur Rosalie va faire montre d'un courage exceptionnel. Les 5 et 6 juin 1832, les funérailles du général républicain Jean-Maximilien Lamarque vont donner lieu à une tentative de renversement de la monarchie constitutionnelle. Celle-ci a été instaurée 2 ans plus tôt avec Louis-Philippe sur le trône, mais les républicains ne se consolent pas d'avoir été volés de leur révolution des Trois Glorieuses. Ils appellent donc leurs partisans à manifester à l'occasion de ces funérailles de ce général, héros des guerres de la Révolution. Et face à la foule en colère, l'armée et la garde nationale sont appelées. On évalue le bilan à 600 morts et blessés. Et c'est durant cette émeute que sœur Rosalie ne va pas hésiter à cacher un homme pourtant recherché. Ce qui lui avait valu la visite du préfet de police, bien décidé à le faire arrêter. Et là, pour bien comprendre, le préfet de police en 1832 s'appelle Henri Gisquet. Il s'était distingué par son zèle répressif et avait, par une ordonnance du 9 juin, demandé aux médecins, aux chirurgiens, aux pharmaciens, de déclarer à la préfecture le nom des blessés qu'ils avaient soignés. Donc il s'agissait évidemment d'avoir des listes de suspects pour pouvoir les faire arrêter. Donc cet ordre a été très largement contesté et on sait que sœur Rosalie, du coup, se porte en faux face à cet ordre-là. Et là, on a une formule, est-elle vraie ou pas, rapportée par son biographe Armand de Melun. « Monsieur le préfet, je suis fille de la charité, je n'ai pas de drapeau, je viens en aide aux malheureux, partout où je les rencontre, je cherche à leur faire du bien, sans les juger. » Donc cette idée qu'au cœur d'une guerre civile, une sœur de charité est véritablement au service de tout le monde, quel que soit son camp. Alors on l'aura compris, sœur Rosalie n'a pas de camp, autre que celui de Dieu et de la charité inconditionnelle envers tous. Quel que soit son bord politique, elle prendra toujours la défense de celui qui en a le plus besoin. Sa maison reste ouverte pour offrir refuge à tous ceux qui le demandent, peu importe le camp. Et bien sûr, il y a la révolte, il y a la paix et après il y a les représailles. Et c'est alors qu'elle va être encore plus forte pour défendre tout le monde. Et les pauvres qui participent à la révolte, qui demandent son aide, elle va toujours plaider pour eux en disant « mais c'est à cause de la faim qu'ils ont fait ça, ils ne sont pas méchants, ils se sont laissés influencer par les autres ». Elle va toujours plaider la cause des pauvres. Elle le sait que les pauvres participent à cette émeute dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Le calme revenu dans les rues de la capitale, un calme tout relatif dirons-nous, un autre danger menace les Parisiens, le choléra. À notre droite, il y a des bâtiments nouveaux qui dépendent de la faculté, d'une faculté, la faculté Censier, et qui autrefois sont toujours d'ailleurs le long de la Bièvre qui est canalisée, je vais en dire un mot tout à l'heure. Et cette Bièvre, c'est le dernier affluent de la Seine qui se jette dans la Seine à Paris. Et autour de la Bièvre, des rives de la Bièvre, du temps de sœur Rosalie, il y avait des tanneries. Donc c'était une rivière dans laquelle on mettait les peaux de bêtes à tremper pour récupérer le cuir. Et c'était très difficile comme travail, c'était sale, c'était puant. Et il y a 60 ans, quand j'ai été élève dans cette école, puisque j'ai été élève dans cette école, il y avait encore quelques tanneries et l'odeur de ces quelques tanneries. Donc maintenant c'est terminé, il n'y en a plus et la Bièvre est canalisée. On va d'ailleurs marcher sur le pavage de canalisation de la Bièvre. La Bièvre, ce petit cours d'eau, fait partie intrinsèque du quartier Mouffetard, qui tient d'ailleurs son nom des odeurs épouvantables qu'il exhalait et qu'on appelait alors des moffettes en français médiéval. En effet, depuis le XIIIe siècle, les écorcheurs, les papetiers, les teinturiers ou encore les tripiers de ce quartier avaient pris l'habitude de déverser leurs déchets, leurs colorants dans les eaux de ce petit cours d'eau,
que l'on pourrait appeler plutôt un égout à ciel ouvert. Eh bien, au XIXe siècle, rien n'avait vraiment changé depuis la période médiévale. Et devant le manque criant d'infrastructures, en approvisionnement d'eau potable ainsi qu'en évacuation des eaux usées, eh bien, pas étonnant que la pire des maladies de l'époque se déclenche, le choléra. Alors, on n'a pas encore compris le mode de transmission du choléra, mais en fait, il s'avère que c'est dans les zones où le système d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, c'est là où ça frappe en fait. Et c'est à partir de là aussi qu'il y a des travaux qui sont initiés justement pour assainir la ville. En fait, il y a beaucoup de réflexions dans des milieux qu'on appelle les milieux hygiénistes, où on s'inquiète en fait des conditions de l'insalubrité en fait de la ville et pour laquelle, il y a une entreprise de travaux publics qui sont déjà menés. Et face à la virulence de cette maladie et face à l'incapacité des pouvoirs publics de juguler cette épidémie, la psychose gagne tout un chacun, riche comme pauvre. La sœur Rosalie, c'est elle qui va permettre aussi d'apaiser certaines rumeurs qui couraient à l'époque. Notamment, il y avait une rumeur que, en gros, les fontaines auraient été empoisonnées, les médecins sont pas très bien reçus dans le quartier. Il y a un médecin qui arrive à accéder aux intérieurs publics, il dit « Je suis un ami de sœur Rosalie ». Donc voilà, c'est vraiment une recommandation dans le quartier et c'est vraiment une figure pour ces gens-là. Parce qu'en fait, elles partagent leur quotidien, elle leur vient en aide et elle les écoute. Les sœurs aussi, elles sont à la maison de secours et elles reçoivent au quotidien les pauvres qui viennent donc chercher de la soupe, du linge ou autre. Et puis elles font aussi des pansements, elles peuvent faire des saignées. Donc elles prodiguent aussi des soins in situ. Très active durant cette épidémie de 1832, le dévouement dont vont faire preuve les filles de la Charité va faire parler d'elles. Leur notoriété va gagner très vite tous les quartiers de la capitale et même bien au-delà. On arrive à la rue de l'Épée de Bois. C'était la rue qui conduisait chez elle et c'est aussi la rue que tous les pauvres et les riches qui venaient la voir empruntaient. Et quand elle recevait dans son parloir, les pauvres, les riches, tout le monde faisait la queue et il n'y avait pas de priorité. Alors ici, la rue a été réaménagée, les maisons ont été reconstruites, mais celle de Sœur Rosalie est restée et cette maison maintenant est devenue un dispensaire municipal. Ça veut dire aussi que le sol a gardé la mémoire des soins que Sœur Rosalie faisait aux plus pauvres à son époque et qui continuent à être assurés maintenant. Voilà, on rentre le long de la maison, on arrive dans un petit jardin. Donc ici, c'est vraiment l'endroit où a vécu Sœur Rosalie. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes murs, mais c'est vraiment l'endroit où elle a vécu. Et c'est super de savoir que plusieurs années après elle, on peut toujours rentrer dans ce lieu, parce que c'est un lieu municipal, et faire mémoire de son œuvre et d'elle. Les besoins des pauvres sont toujours pris en compte et le souci de leur santé est assuré. Chaque jour, rue de l'Épée de Bois, le parloir de la communauté ne désemplit pas. Toutes les catégories sociales se mêlent, sans qu'aucune d'ailleurs ne dispose d'aucun passe-droit auprès de la sœur. On peut y croiser les plus humbles, mais aussi les plus grands de ce monde, des prêtres, des évêques, l'ambassadeur d'Espagne, le célèbre intellectuel catholique espagnol Juan Donoso Cortés, le roi Charles X, le général Cavaignac, des écrivains, des hommes politiques et même, bien plus tard, l'empereur Napoléon III et sa femme. De partout, on vient la voir pour lui demander des conseils. Les dons vont affluer également. Des jeunes gens appartenant à toutes les écoles, aspirant à toutes les carrières, vont proposer leurs services pour une bonne œuvre. Et parmi eux, Frédéric Ozanam, le fondateur, avec quelques amis, de la conférence de charité de Saint-Vincent-de-Paul. Il est souvent dit, encore aujourd'hui, que sœur Rosalie l'aurait inspiré directement. L'historien Mathieu Brejon, qui a réalisé sa thèse sur Frédéric Ozanam, apporte un peu de nuance à cette affirmation. Alors Frédéric Ozanam est un peu plus jeune quand même que sœur Rosalie, puisqu'il naît en 1813. Il naît à Lyon, il arrive à Paris, et donc au moment où il fonde avec quelques camarades la conférence de charité, 1833, il a 20 ans. Ils vivent à peu près dans le même quartier, mais je dirais chacun sur un revers de la montagne Sainte-Geneviève. Sœur Rosalie est dans le quartier le plus pauvre, le quartier Mouffetard. Ozanam est plutôt du côté du quartier des écoles de la Sorbonne. Et même si ces deux quartiers sont voisins, ce sont deux mondes qui se fréquentent assez peu. Les étudiants ont pour objectif principal finalement leurs études, leur vie, leurs loisirs, et très peu de se soucier des pauvres.
Donc on a eu tendance, je crois, à rapprocher ces deux figures, parce que ce sont deux figures importantes du Paris du 19e siècle, de la pauvreté, de la question sociale, du catholicisme social. Mais il n'est pas sûr que Frédéric Ozanam ait jamais rencontré sœur Rosalie Rendu, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Alors, il y a des liens qui sont avérés, que j'ai retrouvés dans les archives de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, entre le trésorier, un certain monsieur Renard, de la première conférence de charité, et sœur Rosalie. Parce que quand la conférence, ce petit groupe d'étudiants, se demande ce qu'ils peuvent faire finalement pour aider les pauvres, eh bien ils se tournent assez naturellement vers les filles de la charité qui vont leur fournir les premiers bons alimentaires, les bons de pain, de viande. Donc ces étudiants, au début, quand ils commencent, ils savent pas vers quel pauvre aller, donc il leur faut des adresses, et puis ils n'ont pas d'argent, donc il leur faut aussi des bons. Et on voit que sœur Rosalie est comptable de ces bons qui sont des deniers publics. Et donc le trésorier rembourse régulièrement les filles de la charité. Mais Ozanam lui-même, dans les 1500 lettres dont on dispose, ne parle jamais de sœur Rosalie. Donc il est évident que Rosalie a connu des confrères de Saint-Vincent-de-Paul, notamment Armand de Melun, qui va se faire son biographe, mais peut-être pas Frédéric lui-même. Ce qui est certain, c'est que sœur Rosalie était l'épicentre du mouvement de charité qui caractérise Paris et la France dans cette première moitié du 19e siècle. De nouveau, l'horizon se charge de nuages noirs, la révolte gronde dans les faubourgs de Paris, mais cette fois-ci le contexte politique est bien différent. La révolution de 1848 est complètement différente. Donc ici, on passe de la monarchie de Juillet à une république. Or, la monarchie de Juillet s'était au contraire éloignée de l'Église, et les catholiques apparaissaient plutôt, je dirais, comme dans l'opposition, soit liés au régime de la Restauration, on appelait ça les légitimistes, soit dénonçant un régime bourgeois, sans entrailles, dira Frédéric Ozanam, et donc nourrissant le catholicisme social. Du coup, en 1848, on pourrait dire que l'Église est plutôt populaire, et on voit les prêtres, en février, au moment de la proclamation de la République, appelés pour bénir des arbres de la liberté. Donc ici, l'inquiétude, je dirais, est plutôt différente, c'est plutôt une inquiétude sociale qui se fait jour. Mais tout comme en 1830, les rues de la ville se couvrent de barricades. Là encore, sœur Rosalie va s'illustrer par son comportement au cœur des affrontements. Je dirais qu'en février 48, il n'y a pas spécialement de danger à cause de ce climat mystique presque de la révolution de 48. En revanche, les choses vont basculer assez vite dès le mois de juin 1848. La République avait créé à ses débuts des ateliers nationaux pour embaucher, puisqu'on connaît une crise économique assez importante, un certain nombre de chômeurs. Mais ces ateliers coûtent cher, sont peu efficaces, et donc l'Assemblée décide de les fermer, ce qui va entraîner immédiatement une révolution dans Paris. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus inquiétant pour elle, et situation sociale dont Rosalie avait conscience bien avant, puisque dès 1840, elle écrit « Nous sommes à Paris sur un volcan, nous craignons tous les jours une révolution ». Donc là, le contexte est beaucoup plus dangereux, d'autant plus que l'est de Paris se couvre de barricades très rapidement, et on dit qu'on a proposé à sœur Rosalie de quitter le quartier, qui va être repris par l'armée. Au XIXe siècle, ces révolutions sont extrêmement sanglantes, puisque c'est l'armée qui intervient pour pacifier les rues, et donc il y a des morts. Alors, elle écrit quelque part, elle parle de la vilaine République. Donc, je pense qu'elle n'était pas spécialement républicaine, ou en tout cas, elle n'appréciait pas sans doute le tournant conservateur de la République. Elle choisit de rester, et c'est là qu'on a l'épisode fameux, pendant les journées de juin, où elle aurait sauvé un officier de la garde mobile. Alors là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant qui a été représenté par des gravures, où on la voit posant sa main pour contenir les émeutiers, et puis derrière elle, protégeant cet officier qui essaie de leur échapper. Elle se met à genoux devant les insurgés, elle dit « Pour tout le bien que j'ai fait pour vous et vos enfants, je vous demande la vie de cet homme. » C'est le courage de Rosalie, mais encore une fois, elle intervient en faveur d'une personne qui se trouve en besoin. Une action d'éclat qui, encore une fois, a dû marquer les esprits à l'époque, tout comme celle de l'archevêque de Paris, Monseigneur Affre, tué durant ces mêmes émeutes alors qu'il franchissait les barricades. Abattu par un tireur isolé, il venait de recevoir des mains du commandant des forces gouvernementales, le général Cavaignac, une proclamation offrant l'amnistie aux insurgés. On a ces gravures produites assez rapidement, donc qui attestent très certainement de l'acte, mais il y a aussi une construction qui peut être liée. On peut faire un parallèle avec la mort de Monseigneur Affre. Quand on s'imagine sœur Rosalie, vous voyez, venant, je crois que c'est Armand de Melun qui le raconte, venant sur une barricade,
appeler à la paix civile, à déposer les armes. Peut-être cela a été construit aussi sur l'image de Monseigneur Raff qui montre sur les barricades. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée que le chrétien, finalement, se trouve au milieu du gué entre des frères ennemis. Et ça, on l'a aussi, par exemple, chez Frédéric Ozanam, au même moment, qui pense que le rôle des conférences de Saint-Vincent de Paul, c'est de se placer entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont trop. C'est d'aider ceux qui ont trop à donner à ceux qui ont rien, et c'est aussi aider ceux qui ont rien à recevoir de ceux qui ont trop. On le voit aussi en 1848, Frédéric Ozanam a cette fameuse formule « passons aux barbares ». Donc cette idée que ces ouvriers insurgés, cette classe laborieuse est aussi une classe dangereuse, ce sont des barbares de l'intérieur qui menaceraient la société. Eh bien Ozanam dit « passons à ces barbares, nous devons être de leur côté, nous devons comprendre ce qui se passe ». 2 révolutions, 3 épidémies de choléra, sans compter la misère quotidienne des bas-fonds de Paris. La religieuse est bien éprouvée, mais elle ne vacille jamais. Elle ne pense ne faire que son devoir de fille de la charité, rien de plus, rien d'extraordinaire. Mais tout le monde n'est pas de son avis. Un jour de l'année 1852, on vient la prévenir qu'elle est proposée pour la Légion d'honneur. Elle n'était pas seulement pour ce qu'elle a fait pendant les révolutions, c'était justement pour toute son activité. Et quand elle l'apprend, elle est très, très confuse et elle ne veut pas. Elle en demande la permission, ou plutôt l'avis du supérieur général, le père Étienne de l'époque, et qui lui répond sèchement, mais c'est une croix comme les autres. Elle dit aux sœurs, mais tout Paris va se moquer de nous. On fait de la charité, avoir la Légion d'honneur, qu'est-ce que c'est ça ? Sœur Rosalie, de fait, est la première à recevoir la Légion d'honneur parmi les sœurs de la charité, mais c'est aussi une des premières femmes à recevoir la Légion d'honneur. Cet ordre était très masculin sous Napoléon. On pense qu'il y a peut-être une femme, une cantinière, qui aurait reçu la Légion d'honneur des mains de Napoléon Ier. Mais la cantinière, on pourrait dire que c'est une figure de l'héroïsme militaire au féminin. C'est Napoléon III qui, en 1852, remet les 4 premières décorations à des femmes, et principalement des religieuses, dont 2 sœurs de la charité. C'est aussi une décoration qui s'inscrit dans un contexte très particulier. On est au tout début du Second Empire et Napoléon III a besoin du soutien des catholiques. Donc décorer une fille de la charité, c'est faire un signe politique évident. Lorsqu'elle reçoit la Légion d'honneur, c'est jour de fête. Dans le quartier Mouffetard et la paroisse Saint-Médard, tous les exclus sont à la fête, car c'est aussi un peu eux que l'on décore à travers sœur Rosalie. Mais une joie qui va bientôt laisser place à l'inquiétude, car en effet la sœur perd rapidement ses forces, des accès de fièvre la fatiguent beaucoup, sa vue baisse soudain jusqu'à ce qu'elle devienne complètement aveugle. Le médecin de la communauté va lui diagnostiquer la cataracte. Elle ne va pas prendre cette maladie comme une malédiction, comme une punition, mais comme vraiment une opportunité de bien se préparer pour la grande rencontre. Et même si elle ne voyait pas, voilà, les supérieurs la laissent, elle continue à diriger la mission de la communauté, elle continue à être attentive à tous les besoins. Elle ne voit pas, mais elle entend bien. Elle donne toujours des conseils. Elle dicte ses lettres, alors elle reste active d'une autre manière. On tente une opération qui va réussir provisoirement, mais soudain, le 4 février 1856, sœur Rosalie tombe brutalement malade. Le médecin ne cache pas son inquiétude, c'est une grave fluxion de poitrine. 2 jours plus tard, le 6 février, on appelle le curé de Saint-Médard en hâte pour lui administrer les derniers sacrements. Elle trace sur son corps le signe de croix, puis s'assoupit. Mes enfants, mes chers enfants, mes pauvres, quand je ne serai plus, ô mon Dieu, vous ne les abandonnerez pas. Ce fut les dernières paroles qu'elle prononça avant de s'éteindre, sans agonie, le lendemain, le 7 février à 11h. Elle n'avait pas encore 70 ans. L'émotion fut grande dans le quartier,
mais aussi dans toute la ville de Paris. Les pires racailles la pleuraient tout autant que les riches et les nantis. C'est un deuil public dans lequel tous se reconnaîtront. On décidera même que le jour de ses obsèques serait chômé, afin que tous puissent y participer. On parle de 50 000 personnes présentes ce jour-là. Les journaux les plus anticléricaux, habituellement si violents contre l'Église, célébreront même les louanges de celle que l'on pourrait appeler aujourd'hui l'ange de Paris. Sœur Rosalie était extrêmement populaire et quand elle meurt, effectivement, ce sont quasiment des funérailles, alors nationales ou au moins locales à l'échelle de Paris. Et sa mémoire est assumée en fait par la ville de Paris. Dès 1856, un buste est placé dans la mairie de l'arrondissement. En 1867, une avenue et une église portent son nom. Paris, au XIXe siècle, comme l'a bien montré Jacques-Olivier Boudon, est véritablement une capitale religieuse et voit un certain nombre d'églises se construire. Donc il y a une mémoire populaire. On dit d'ailleurs que sa tombe est toujours fleurie au cimetière. Donc sa mémoire est assumée à la fois par la ville et par les pauvres. En revanche, la Compagnie des Filles de la Charité, il faut bien le reconnaître, a eu un peu de mal avec sa mémoire. Les supérieurs ne sont pas présents à ses funérailles. Il n'y a pas de notice dans les nécrologies de la Compagnie qui rapportent sa vie. Et ça n'est qu'en fait qu'avec le temps que la congrégation va se rendre compte finalement de l'importance de cette figure, jusqu'à s'associer à l'ouverture du procès diocésain de béatification en 1951. Cette cause de béatification aboutit en 2003 et Sœur Rosalie, aujourd'hui, je dirais, est une des grandes figures de la Compagnie au XIXe siècle, aux côtés de Catherine Labouré. Quelquefois, on peut être embarqué parce qu'il y a beaucoup de besoins dans beaucoup d'actions. Et Sœur Rosalie, elle avait une capacité de vivre intensément les deux, action et contemplation, et de trouver toujours du temps pour la prière. Et je trouve que ça, c'est une dimension importante. La première que je retiendrai. La seconde, c'est qu'elle a vraiment travaillé avec ses sœurs, sa communauté. Et elle avait vraiment vécu en communauté, en partageant avec ses sœurs. Et la troisième chose que je dirais qu'elle m'a apprise, c'est à relire ce que je fais. C'est-à-dire qu'elle faisait toujours une relecture des actions qu'elle avait faites, des choses qu'elle avait mises en œuvre. Et elle avait cette dimension de partage de la mission et d'éducation à la relecture. Il faudra attendre qu'un miracle datant de 1952 soit reconnu en 2003 par la Congrégation romaine pour la cause des saints. Une religieuse française, Sœur Thérèse, guérit un beau jour miraculeusement d'une syringomyélite qui la paralysait progressivement et lui rendait la marche impossible. Toute sa communauté et ses nombreux élèves avaient prié l'intercession de Sœur Rosalie. Dans l'homélie de sa messe de béatification, le pape Jean-Paul II écrira « Rosalie rendue s'est joyeusement faite la servante des plus pauvres pour redonner à chacun sa dignité. Son secret était simple, en vraie fille de Saint Vincent de Paul, voir en tout homme le visage du Christ. » Elle me laisse l'image d'une fidélité jusqu'au bout à sa vocation. Pour moi, oui, Rosalie rendue, celle qui a fait beaucoup de choses, elle n'était qu'une fille de la charité. Et l'autre chose, c'est que cette capacité de travailler avec les autres, d'impliquer les autres dans cette aventure de la charité. Et peut-être une troisième chose pour moi, c'est son humilité au sens de... Elle a bien sa place dans la communauté, sa place dans la société, sa place dans l'Église. Parce que le fait qu'elle était si connue aurait pu avoir toutes sortes d'abus à droite, à gauche, mais non, elle reste ce qu'elle doit être jusqu'au bout. Elle n'a jamais écrit de livre, n'a jamais cherché les honneurs, et pourtant son nom reste gravé dans la mémoire de Paris. Dans les écoles, les centres médicaux, les centres d'accueil de jour, pour son domicile fixe, mais surtout dans les cœurs. Sœur Rosalie rendue n'était pas une militante, elle était une servante, une ouvrière de la charité, convaincue que chaque geste concret peut restaurer une dignité perdue. Elle n'a pas changé le monde, mais elle a changé le sort de milliers de vies. Aujourd'hui encore, d'autres filles de la charité marchent sur ses traces. À l'heure où nous parlons, elles œuvrent dans des cités à côté de chez vous, ou bien des bidonvilles à l'autre bout du monde.
Il est possible d'aider financièrement ces religieuses et leurs projets à travers le monde via la plateforme de financement participatif Les Projets Rosalie. Par votre don, vous pouvez vous aussi prolonger l'œuvre de celle qui incarne pour toujours l'audace de la charité. Sœur Rosalie, l'audace de la charité. Un podcast produit par RCF Hauts-de-France et réalisé par Thomas Cochebray. Sur les pas de Rosalie, un nouveau projet s'élève envers les plus pauvres et les plus fragiles. Dans les rues de Paris, sœur Rosalie marchait, son cœur plein de bonté. Ses pas jamais ne faiblissaient, d'origine jurassienne. Les moyennes montagnes de son enfance ont été le berceau de son âme et de ses idéaux. Une chance. Dans les quartiers misérables de Paris, elle a trouvé au fond d'elle-même la force de se dévouer. Aux démunis sans se lasser, avec audace, elle tendait la main, sans jamais faiblir, avec grâce. Aux âmes perdues, cherchant à guérir, avec un sourire, elle donnait espoir, apportant une lumière dans le noir. Elle a bâti des ponts et des chemins de paix pour les pauvres et les oubliés. Elle ne cessait d'aider, dans chaque geste une promesse de rendre ce monde plus juste. Sa légion d'honneur était une reconnaissance pour son courage robuste. Dans les quartiers sombres, elle apportait la lumière, se tenant fière. Avec audace, elle était la lumière. Aujourd'hui nous marchons dans ses pas, collectant des fonds et unissant nos bras. Sur une plateforme, nous tendons la main pour aider ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous construisons un avenir où chacun peut s'épanouir à travers le monde.